Donc là, nous voilà à Chilly-Mazarin, chez Philippe Juravert. Alors, un mercredi soir, qu'est-ce qu'on vient faire en banlieue parisienne? Moi, c'est pas trop mon truc. Hein. C'est vraiment par amitié pour toi. Merci beaucoup. Parce que François. je sais que tu es dans toutes les luttes. On s'est retrouvés au Sanofi, au Gilets jaunes et ainsi de suite. Et j'ai beaucoup de respect pour cette présence continuelle dans toutes les bagarres. Bonjour. Merci. Bonjour, monsieur. Donc, tu as invité du monde chez toi pour le barbecue. Voilà. David qui vient dîner ce soir. Juste pour François. maintenant. Voilà, ça change un petit peu. Entrez. Bonsoir. José, Le colleur fou, Anna. alors le colleur fou, c'est vous? Oui. Fou. Ah, j'ai la réputation là. Oui, non, mais j'ai un colleur fou chez moi aussi, et heureusement que je l'ai, parce que c'est sur lui que repose tous les panneaux de la circonscription. Ah. Le panneau devant la gare, c'est du Pécresse. Ah bah, il peut y aller. Il t'est fait recoller. Bonjour. Je me suis dit, non. Pas tout frais, hein. Bonjour. Sabrina, comment on devient chef du livret égalité homme-femme? On n'est pas chef du livret. Si. Moi j'aime bien quand il y a des chefs, c'est carré. au moins, on sait. Moi j'ai commencé à militer en fait dans les associations à l'âge de 16 ans. C'était à Paris. Première association pour les femmes, on va dire à l'époque on disait les femmes battues. Aujourd'hui on dit plutôt les femmes victimes de violences conjugales. Et donc ça s'appelait Les Évadés, l'association. Et à 16 ans, je suis rentrée là-dedans. J'habitais le 18e. Et je sais pas si tu connais le 18e, mais moi j'habitais pas loin de la rue Léon. Et la rue Léon à l'époque, c'était beaucoup de crack, de drogue. À l'époque, vraiment, il y en avait partout. Et donc, au fur et à mesure, les copines, etc., viens, on va passer l'après-midi, il y a à manger, il y a à boire, et puis on rentre dedans. Et là, on découvre un univers qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que c'était une bulle protégée au milieu d'un quartier qui était un peu dur, quoi. Ouais, les femmes venaient dedans pour se protéger, pour déverser toute la misère qu'elles avaient en elles. Et c'était des heures et des heures d'écoute d'abord. T'as quel âge là? Moi j'ai 38 ans. D'accord. Donc, il y a un petit saut, on est passé de 20 à 38 d'un seul coup. Ouais, bon après il y a eu, je me suis mariée, j'ai fait mes gosses, travail et tout, mais un moment Travail, c'est quoi le boulot alors? Ah, je travaille dans la banque. T'es notre banquière alors. Ah, je suis la banquière. Alors qu'est-ce qu'il faut proposer? Premièrement, c'est la prévention. Tout ce qui concerne la prévention au niveau de l'éducation, donc les enfants, le lycée, etc. Donc tout ce qui est cette prévention-là. La prévention pour le grand public, avec des grosses campagnes d'information, pas les campagnes qu'ils sont en train de faire là. Le deuxième axe, c'est la formation. Aujourd'hui, la formation police, justice et tout le corps médical, mais c'est juste la base. Quand tu vois les magistrats, les cours qu'ils ont, mais c'est à mourir de rire. À mourir de rire. C'est honteux presque qu'un magistrat ne soit pas formé sur ces questions-là. Et la police, on n'arrête pas d'en parler. Les policiers ne sont pas assez formés. Quand ils accueillent des femmes victimes de violences, ça tourne des fois au carnage. On est obligé, les associations sont obligées de revenir au commissariat et dire la plainte, elle n'est pas bien rédigée parce que là, ça passera jamais là-haut. Troisième axe, c'est tout ce qui concerne les associations. Et là, on peut mettre bien évidemment le logement, les hébergements d'urgence. Alors, on dit hébergement d'urgence, mais il faut aussi de l'hébergement pérenne. Parce que on va subvenir aux besoins de l'urgence en écartant la femme. C'est généralement ça, c'est la femme qu'on extirpe du logement pour la protéger. Et pourquoi ce ne serait pas le violent qui part? Sur l'égalité homme-femme, moi il y a un truc qui me marque, c'est que chaque fois que c'est débattu à l'Assemblée nationale, c'est pour aller vers une égalité quand il y a le même poste. Et j'y suis favorable, tu vois, égalité de salaire, quand c'est 2 postes de cadre, il faut qu'il y ait le même salaire, quand c'est 2 postes d'employés, il faut que ça soit le même salaire, et ainsi de suite. Mais il y a une autre inégalité qui n'est pas comprise, c'est que les métiers qui sont les moins valorisés sur le plan financier, c'est les métiers qui sont massivement des métiers de femmes. Et ça, on ne se dit pas, tiens, ces métiers-là, on va les remonter. Donc je pense aux agents d'entretien, je pense aux auxiliaires de vie sociale, je pense aux assistantes maternelles et je pense aussi aux accompagnantes d'enfants en situation de handicap, quoi. Vous êtes arrivé le premier jour, vous avez quoi comme formation? Ah, aucune. Aucune. Et donc vous avez eu quoi le premier temps comme type de handicap? Alors j'ai eu un enfant en petite section avec un handicap Asperger. Oui. Et donc vous êtes adapté très vite ou? Je me suis tout de suite adaptée, effectivement. J'ai posé des questions aux parents, j'ai demandé, voilà.
Je me renseignais toute seule, j'allais sur internet. Voilà. J'ai eu un cas très très lourd il y a 2 ans. Je ne savais vraiment pas comment faire avec cet enfant-là, qui arrivait avec justement son éducatrice. Donc c'était un enfant qui ne parlait pas. Donc il savait rien faire, pauvre petit, c'est pas... Et tout ce que je faisais, j'arrivais à le faire asseoir, aller 10 minutes au niveau du regroupement. Je me mettais à côté de lui. C'est des gestants, ils ont besoin de gestants, ces enfants-là, parce qu'ils sont très sensibles. Et après, je lui ai proposé soit des puzzles, et ça allait 5 minutes, pas plus. Et donc vous avez réussi à progresser avec lui? Oui. Là, c'est une fierté, hein. Sincèrement, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est une fierté parce que cet enfant-là, il voulait pas venir du tout. Et au bout de 3 mois, j'allais récupérer cet enfant-là aux portes de l'école et je l'emmenais dans la classe sans la présence de la maman, sans que la maman l'accompagne, voilà. Et il arrivait, il me câlinait, il savait ce qu'on allait faire. Et il le faisait. Et il le faisait. Voilà. Ça, sincèrement, c'est une fierté. Voilà. Et vous l'avez vu combien de temps comme ça alors? 1 année. Et donc vous l'avez vu progresser pendant toute 1 année? Oui. Et donc, pour ce boulot-là, vous êtes payé combien? Je suis payée à 700 €. Et vous arrivez à vivre avec 700 €? J'ai 300 € qu'on appelle la prime d'activité et un peu plus de 100 € pour les APL qui ont baissé parce que justement j'ai la prime d'activité. Donc une fois que vous avez déduit le loyer, les charges et ainsi de suite, il vous reste combien? Là actuellement on est le 9 du mois, il me reste 200 € pour finir le mois. Je fais avec. Votre contrat là, vous êtes en CDI, vous êtes fonctionnaire? Non, ça fait 8 ans et ça fait 8 ans comme renouvellement CDD. Tous les ans? Chaque 3 ans. J'ai fait 2 ans de CUI et ensuite j'ai enchaîné avec l'AESH et j'ai signé des contrats de 3 ans. Mais moi j'ai besoin de ce métier-là et les enfants ont besoin de moi. Et vous diriez que vous êtes heureuse ou malheureuse là dans votre métier? Non, je ne dirais pas que je suis malheureuse. Sincèrement, non. Non. J'aimerais que ma situation s'améliore, mais je ne suis pas malheureuse dans mon métier. Non, c'est un métier que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, tout le système, il tient grâce à ça. Grâce à votre bonne volonté. Et même l'hôpital, il tient grâce à ça. Il tient par le fait que les gens, ils acceptent, les infirmiers, les soignants, de gratter sur eux-mêmes, de prendre sur eux. Ils le disent comme ça, d'ailleurs, l'expression « prendre sur eux ». Parce qu'en face, il y a les soignants, que si jamais on les abandonne, on culpabilise. Et donc, du coup, on peut continuer à faire un peu ce qu'on veut, quoi. Tu nous présentes qui maintenant? Alors, Eh bien, je vais présenter Béranger. Ah ouais, ça, Béranger. Béranger, t'as pas trop besoin de me présenter? Je sais pas. tu peux y aller là. Ah mais je prends les plus mûrs, moi. de sport un peu. On fait un peu de lumière. Peut-être. Je sais pas. Bon. c'est- Non, Béranger, on le connaît parce que on a fait la fête à Macron ensemble. Ouais. Ah bah ouais. Elles en ont plein des revendications justement, les femmes chez nous, parce qu'on a des métiers qui sont techniques, qui sont difficiles et où la femme n'a pas forcément sa place d'entrée. Donc forcément, il faut réussir à les intégrer au collectif de travail. C'est des fois des trucs tout cons, par exemple adapter les locaux à ce qu'il y ait des femmes. Je prends notamment les métiers du matériel qui sont plutôt des métiers masculins, là où il y avait quasiment que des hommes pendant des années et des années. Et heureusement, de plus en plus, on arrive à ce qu'il y ait des femmes qui intègrent ces métiers-là, qui sont des métiers très techniques, qui peuvent prêter des fois à moquerie, et pourtant, elles ont toute leur place, et ne serait-ce qu'elles aient des vestiaires à elles, des WC, c'est des choses aujourd'hui qui malheureusement des fois manquent dans l'entreprise. Ça peut paraître hallucinant, mais c'est la réalité des choses. Et pareil, en tant que métier de roulant, ça peut paraître tout con, mais quand vous faites par exemple un TGV Paris-Marseille, vous pouvez pas vous arrêter en plein milieu de la voie et puis vous arrêter pour aller pisser, quoi. Faut bien trouver une Mais solution. les toilettes quand même dans les TGV. Pour les usagers, mais pas pour les conducteurs. Pourquoi vous pouvez... Ah, le conducteur il peut pas sortir de sa cabine. Non. Et vous êtes deux ou vous êtes combien? On est tout seul.
Ah bon, bah de toute façon, donc vous pouvez quitter le volant quand même. Non. Tu pisses pas dans la bouteille c'est comme le Tour de France. ou un truc comme C'est ça. comme le Tour de France, tu vois, tu prends la bouteille, tu pisses dedans et puis hop. C'est comme ça que vous faites. Bah c'est comme ça qu'on fait. D'accord. Voilà. Donc sauf que pour une femme, bah forcément c'est très compliqué. Donc ça fait partie aussi des discussions Mais qu'on comment doit avoir. pourrait faire alors? Et bah alors. Faut une sonde. Soit faut une sonde, soit adapter les journées par exemple, faire des journées plus courtes, qu'elles puissent se permettre de se restaurer, de faire leurs besoins naturels. C'est des choses qui sont très compliquées aujourd'hui avec l'entreprise parce que malheureusement aujourd'hui pour elle tout est un coût et notamment l'humain. Ça me fait penser à un truc de Michael Moore. Moi je suis très Michael Moore. Il avait une émission de télévision et à un moment il avait vu la queue aux toilettes hommes-femmes dans un bistrot le samedi soir. Et donc il y avait une queue de 50 mètres devant les toilettes femmes parce que ça leur prend plus de temps et puis qu'elles y vont plus souvent. Et en revanche les mecs ils pouvaient rentrer, sortir et tout ça. Et donc il était venu en installant des toilettes temporaires pour alerter sur le fait qu'il devait y avoir plus de toilettes femmes que de toilettes hommes en proportion dans les bistrots. Ouais. Quoi. Une autre grande revendication, alors là, qui concerne tous les cheminots, mais les femmes bien entendu en premier lieu, c'est le fait d'avoir une crèche d'entreprise. Ça peut paraître tout con, mais d'avoir une crèche d'entreprise, quand on a une entreprise qui a plus de 130 000 salariés, ça paraît quand même pas déconnant, surtout quand on a des horaires qui sont variables, des horaires 3-8, des horaires complètement loufoques, avec des prises de service à 4h, 5h du matin, des travails 7 jours sur 7, on ne peut pas trouver forcément de nourrice ou alors à des prix exorbitants. Et quand on a un salaire qui est au SMIC, voire même en dessous du SMIC, parce qu'aujourd'hui il y a des salaires qui sont en dessous du SMIC et qui sont rehaussés avec une prime exceptionnelle pour atteindre le SMIC, et oui, on ne peut pas se permettre d'avoir une nourrice tout le week-end, on ne peut pas se permettre de payer une nourrice quand on fait des extrêmes matinées et tout ça. Et c'est pas normal parce que justement ça c'est un gros frein aussi à l'embauche de jeunes, parce que la vie fait que c'est compliqué, la vie fait que on commence pas avec des salaires. Donc vous réclamez des crèches dans les gares de plus de combien de salariés? Il y a au moins une crèche d'entreprise. Après c'est des choses qui peuvent se regarder, il n'y a pas forcément un nombre défini. Ce qui est catastrophique actuellement à la SNCF, c'est que les métiers supprimés, c'est souvent aujourd'hui les métiers de vendeurs, que ce soit sur Voyage ou sur Transilien, parce que on remplace les gens au guichet par des bornes automates automatiques qui vous parlent pas, et en plus ça prend même pas la monnaie, donc si vous n'avez pas de carte bleue, vous pouvez même pas prendre un billet. Enfin bref, c'est catastrophique. Et ces métiers-là, malheureusement, c'est souvent des femmes qui le tiennent, et c'est eux qui morflent le plus. C'est eux qui voient leur métier disparaître. Depuis 2015, je suis bénévole auprès du Secours populaire sur l'antenne de Morangis. Et ça craint. Qu'est-ce qui a changé depuis un an? Moi, depuis un an, c'est plus 30% d'inscription. Si je pouvais te dire, si on faisait une photo du bénéficiaire type sur l'antenne de Morangis, c'est une femme de 42 ans. À 48%, elle est en couple avec enfant, mais à 31,5%, elle est femme, mère au foyer d'une famille monoparentale, et elle a 3 € par jour et par personne pour vivre. Ça, c'est la crise Covid, quoi. C'est la crise Covid. C'est précis des statistiques, là, ça déconne. Mais oui, parce que c'est hyper important pour moi de... Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte que vivre avec 3 € par jour, pour faire 3 repas, 4 avec le goûter, éventuellement pour les enfants. Bon, je sais que nous, les retraités, on pourrait se passer du goûter, j'ai cru entendre ça. Mais bon, en attendant là, 3 € par jour. Ils font comment les gens? C'est pas possible. Alors à l'époque où il fallait s'acheter les masques, parce que nous on en a, avec la période de la pandémie, on est resté ouvert comme on l'était avant, donc tous les samedis matins on est ouvert. En plus des distributions alimentaires et de vestiaires, on a distribué d'abord des masques artisanaux parce qu'on avait que ça, hein. Il n'y avait pas de masque à l'époque, hein. Et puis après les chirurgicaux pour les adultes et les enfants, mais les gens ils sont heureux de nous, enfin ils étaient heureux de savoir qu'on était présents et qu'on était là pour leur donner à manger. Alors là, le clac-clac qu'on entend, c'est celui de la balançoire à côté. Oui, c'est la pitchounette, ça. Mais il fait beau, donc les enfants profitent. On a un petit fond. En 1 heure, alors que je travaillais sur les dossiers et que j'accueillais les nouvelles inscriptions, j'ai eu affaire à un jeune domicilié au jeune foyer des travailleurs de Morangis, et dans la même heure,
un retraité, intermittent du spectacle, ancien danseur du Bolchoï, domicilié à la maison de retraite, dans la même heure. Donc l'écart, la pauvreté est là, mais la pandémie, elle a fini par... elle continue par affaiblir... Un autre exemple, une femme vient, elle me dit, bah voilà, mon mari, il a été atteint du Covid, il a eu 3 mois d'hospitalisation, il est encore traité en Covid long. Nous, on avait un mode de vie qui allait en fonction de nos revenus. On ne va pas critiquer les gens, quand ils ont les moyens, ils ont les moyens. Sauf que là, on n'a plus rien. Et je pense que cette femme, elle a faisait quoi, elle elle travaillait dans une entreprise quelconque, mais le fait de perdre les rémunérations de son mari, bah, ça a baissé leur niveau de vie. Et voilà, c'est des gens qui, je pense, jamais ne seraient venus au Secours populaire. Et là, on arrive à un point où, bah, j'espère, moi, tous les ans, à la bonne année, je brode un petit peu, donc là je leur ai fait un beau petit panneau je leur ai souhaité la bonne année avec toutes les langues que je peux avoir de présent au Secours populaire, mais je leur souhaite de ne plus jamais les voir, parce que c'est ça l'objectif, c'est de plus jamais les voir, et je les revois toutes les semaines. Donc, tu es psychologue ou... Alors, je suis psychopraticienne. Moi, ça fait... T'as les lunettes de la psychopraticienne. Ouais. J'ai les lunettes de la myope. Ouais, donc moi, je suis psychopraticienne depuis... ça va faire 2 ans. Pour pouvoir évoluer dans une société et se sentir libre, il fallait passer par la prise de conscience de certaines choses. Donc je me suis formée et je me suis dit je vais aider les autres à aussi s'ouvrir et pouvoir se libérer de tout ce qui ne leur convient pas. Et donc tu m'as expliqué comment me barrer de l'Assemblée. Non, tu fais ce que tu veux, t'es libre. C'est ça le pied. C'est ton problème. Après, si tu veux, on se voit. Il n'y a pas de souci, je te fais une analyse. Ah ouais, ça va durer longtemps. J'ai tout le temps. Ça, c'est bon, ça. Bon, alors après, bref. Donc du coup, bon, alors pendant la crise de la Covid, la crise sanitaire, j'ai rencontré beaucoup de jeunes étudiants et donc un jour j'ai proposé via ma page Facebook d'aider les jeunes, parce que je voyais avant qu'il y ait tout ce remue-ménage en disant que les jeunes étaient suicidaires, bon, je me suis dit allez fonce. Donc j'ai proposé mon aide gratuitement bien sûr, hein, et j'ai eu des tas d'appels de jeunes étudiants de Montpellier, de la région parisienne, et régulièrement ces gens-là je les suis maintenant et voilà. Et donc c'est au téléphone que tu faisais ça? Au téléphone ou Zoom. WhatsApp, ou c'était en fonction de ce qu'ils voulaient, de ce qu'ils avaient besoin, de ce qu'ils ressentaient. Parce que c'est pas toujours évident pour eux d'appeler à l'aide. C'est pas évident d'être en contact avec une personne qu'ils ne connaissent pas et d'expliquer leur problématique qui est parfois très très lourde. Hein, parce Par que exemple, ça touche le relationnel avec leur famille, parce qu'ils subissent la crise. Et ils souffrent de devoir demander aussi à leur famille de l'aide, qui subissent eux-mêmes la crise. La relation aussi entre leur relation amicale avec leurs potes, voilà, qu'ils ne voient plus de la même manière. Donc il y a un gros vide, parce qu'il y a quand même des jeunes qui sont isolés, puisqu'ils sont loin de leur famille, ils sont dans des chambres d'étudiants, et les seuls gens qui voyaient régulièrement, c'était leurs potes. Donc pour eux, c'est dur de ne plus aller pouvoir boire un verre, de ne plus aller faire une partie de foot entre eux, tout ça. Et il y a aussi le problème aussi relationnel avec leur petite amie. C'était très très vaste. Et ce qui était encore plus dur, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait plus de vision de l'avenir. Ils n'arrivaient pas à se projeter, beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que le tunnel allait durer indéfiniment. Voilà, c'est exactement ça. Pourquoi l'égalité homme-femme alors? Toi, tu as vu le milieu de syndicalisme comme étant un milieu voilà. assez homme, voire viril. Alors, est-ce qu'on va dire qu'on a été à la facilité? Non, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Et j'ai été confronté à ça. C'est pas facile pour une femme, quand elle est leader dans une lutte, hein, de s'afficher comme leader et de pouvoir... de prendre sa place au milieu des grandes gueules, quoi. Ouais, voilà, t'as compris. Alors c'est vrai que c'est très macho. Je le reconnais, hein. C'est très macho. Et dans la bagarre, on fait beaucoup parler les hormones, plus que la tête. Et
Je me suis dit, il faut qu'on mette les femmes devant. Comme ça, au moins, on va résoudre un problème. Et c'est ce qui est arrivé. Ça n'a pas été chose facile, mais maintenant, je vois que les choses évoluent bien. Et moi, je suis content de ça. Parce que maintenant, quand on fait des réunions, déjà, je suis moins traité de macho. Parce que c'est vrai qu'avant, quand on faisait des réunions, on était 5 hommes, une femme, bien souvent, dans la configuration. Et là, on voyait la photo, on disait, voilà, on n'avait plus besoin de dire quoi que ce soit. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Il y a une parité déjà qui se fait. Et en plus de ça, il y a une éducation, je dirais, dans le milieu des luttes qui se fait. On pense aux luttes, on pense d'abord aux hommes. Puis si jamais une femme émerge, on dit oh là là, oui, mais alors, c'est la femme. Mais non, c'est une femme, c'est pas la femme. Et donc, dans ce symbole d'égalité, ça nous permet de mieux vivre ensemble. Mais c'est quand même ta femme qui apporte tous les plats et qui fait griller les saucisses. Et qui me suit depuis 40 ans, je dois dire. Donc toi, tu auras le dernier mot. Je lui ai dit, je lui ai dit. Voilà. Vas-y, tourne par ici, allez, hop. Oui, Olga. Alors Bah écoute, oui. Non, mais reste debout, tu veux. Bah, écoute, oui, ça fait 40 ans qu'on est ensemble et puis on est ensemble dans tout, dans la vie. Et surtout, j'ai travaillé dans la même entreprise, j'ai été aussi à la commission parité homme-femme, j'étais déléguée syndicale. Donc c'est pas toujours lui qui cause et toi qui fais cuire les saucisses du coup? Non. Quand j'étais jeune, que j'ai rencontré Philippe, j'ai dit à ma maman, je lui ai dit, voilà, je voudrais... elle me dit, oui, mais là, depuis quelque temps, tu fréquentes quelqu'un. J'avais 19 ans, je dis oui. Et elle me dit, pourquoi tu n'inviterais pas à déjeuner? Je dis, et si je te dis, devine qui vient dîner ce soir? Elle me dit, comment ça, devine? Je dis, oui, c'est un petit peu pour... elle me dit, mais... je dis, je parle du film. Elle me dit Sidney Poitier. Je fais non, c'est quelqu'un qui ressemble à Sidney Poitier, mais c'est pas Sidney Poitier. Et donc devine qui vient dîner ce soir, c'est resté entre nous. Donc ce soir, moi je lui dis c'est. Et qu'est-ce qu'elle a dit quand elle a vu que c'était un grand noir qui arrivait alors? Elle m'a toujours dit, elle adorait le film, elle adorait Sidney Poitier, elle le trouvait beau. Alors je lui dis tu vas le trouver beau. Et elle m'a dit oui, c'est un bel homme. Mais elle me dit ton père il va te tuer. Je dis comment ça papa il va me tuer? Et puis elle m'a dit mais tu es consciente qu'un jour tu auras des enfants métis? Je dis mais enfin maman quand même tu m'as bien élevée, je suis pas bête. Et mes parents la première surprise ils ont eu peur pour moi parce qu'à l'époque c'était pas quelque chose de très courant. Mais je lui ai parlé de ma belle-mère qui aussi, c'était un couple mixte. Ma belle-mère était lyonnaise et mon beau-père guadeloupéen. Et c'était dans les années 55, tu vois, c'était encore plus... Et je lui ai dit, écoute, pour moi, ça ne me posera pas de problème. Et j'ai jamais eu de problème. Jamais, parce que mon amour était plus fort. Et je pense que tous les gens qui étaient autour de moi, même s'ils étaient négatifs, ils n'ont jamais osé, tu vois. Et non, mes parents, ça s'est très bien passé. Très bien passé. Parce que ma mère était une mère au foyer, je suis d'origine espagnole, mes parents étaient espagnols, donc le papa c'est celui qui dirige, qui commande, mais en fait ils ont aussi, je pense par amour, ils ont évolué aussi petit à petit. Voilà. Ok, très bien. Bon, écoute, ça se termine sur une histoire d'amour qui dure depuis maintenant combien d'années? Ça fait 40 ans. Voilà, ça fait 40 ans. C'est une histoire, enfin c'est comme tous les mariages, il y a des périodes difficiles, il y a des belles périodes, il y a des hauts, il y a des bas. Mais on s'est toujours retrouvés par contre dans les luttes. Tu vois, en fait, quand ça départ entre nous, le fait d'aller voir les autres et d'aider les autres. Bon, maintenant on va passer aux saucisses. Voilà. Après la poésie et l'amour, les saucisses.